Aram, tu peux te présenter? Je m'appelle Aram Mardi-Rossian, je suis professeur d'histoire du droit à la Sorbonne, agrégé des facultés de droit, docteur en histoire du droit, et par ailleurs, je suis directeur d'études à l'école pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses, où j'occupe la chaire de droit et institutions des chrétientés orientales. Voilà pour mon parcours institutionnel. Pour le reste, je suis, comme mon nom le trahit, un Français d'origine arménienne, né en France. Voilà ce qu'on pourrait dire comme une biographie très ramassée. Et qu'est-ce que tu penses justement de la situation de l'Arménie aujourd'hui? L'Arménie, elle est à une étape cruciale d'un énième conflit, mais un conflit qui a débuté il y a un peu plus de 1000 ans. Un conflit qui l'oppose au monde turcique et plus spécifiquement aujourd'hui à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Je dis au monde turcique parce que l'Arménie a une très vieille histoire, quasiment trimillénaire, mais à partir du milieu du XIe siècle, les Arméniens ont eu le malheur de subir, comme des tas d'autres peuples, les invasions turciques de tribus sauvages turciques venues d'Asie centrale, et en particulier celles des Seldjoukides, qui ont pénétré au Proche, au Moyen-Orient et en Asie mineure, à la suite du désastre de la bataille de Manasgert en 1071, qui marque le début de la fin pour l'Empire byzantin, mais aussi pour l'Arménie, des années et des années, des décennies, des siècles de combats et de malheurs. Aram, quel est le rôle de la Turquie aujourd'hui et par rapport au monde occidental? Est-ce qu'aujourd'hui Erdogan est un vrai leader qui menace profondément le monde chrétien? On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais Erdogan est un grand chef d'État. Évidemment, moi, en tant que Français d'origine arménienne, je le considère comme un ennemi mortel d'abord pour l'Arménie. Il l'a prouvé récemment encore en 2020 en étant largement à la manœuvre dans la guerre qui a détruit le Haut-Karabakh. Mais il est aussi un ennemi mortel pour la France, et ça, on le voit moins. C'est moins direct, évidemment. Il n'a pas lancé les armées turques, ses armées contre nous, même si, je le rappelle, qu'en juin 2020, une frégate turque en mer Égée a illuminé l'une de nos frégates, ce qui, je parle sous ton contrôle, est un acte de guerre. La réplique n'a pas eu lieu, mais voilà. Tout ça pour dire que la Turquie était un ennemi, mais ce n'était pas juste une histoire d'éclairage de frégate. Erdogan, en Allemagne, en France, lorsqu'il vient en visite, il réunit des foules de Français d'origine turque ou de Turcs vivant en France, et il leur tient des discours tout à fait clairs et explicites en leur disant qu'ils sont l'avenir de l'Europe. Ils sont l'avenir de l'Europe. Il a dit ça à Strasbourg, à Paris, en Allemagne aussi, et qu'ils ne doivent pas faire 2 ou 3 enfants, mais 4 ou 5. Traduction, une submersion démographique qu'il assume totalement. Et cette submersion démographique, en réalité, n'est qu'un nouveau mode de combat et de conquête qui diffère de celui utilisé par l'Empire ottoman, dont il est l'héritier et le continuateur direct, au XVIe ou au XVIIe siècle. Je renvoie aux 2 sièges de Vienne en 1529 et en 1683. Ces sièges, ces attaques turques ottomanes ont échoué contre l'Europe occidentale. Erdogan, à sa façon, sur le temps long, tente à nouveau de reprendre cette politique de conquête et d'attaquer l'Occident. Je finis en disant que, contrairement, hélas à nous, Erdogan a la mémoire longue et il connaît parfaitement l'histoire de son pays et l'histoire aussi de l'Occident, et il raisonne sur un temps long, là où nos dirigeants depuis des décennies ne raisonnent que sur la prochaine élection et ont une vision de boutiquier. Je n'ai rien contre les boutiquiers, mais un chef d'État n'est pas là pour être un boutiquier, il est là pour avoir une vision à court, c'est sûr, mais aussi moyen et long terme pour son pays, pour sa nation, pour son État. C'est tout sauf le cas, hélas, pour nous depuis des décennies. Erdogan et la Turquie n'est pas seulement un adversaire en France proprement dit. Le chef d'état-major des armées actuel, le général Burqa, a dit dernièrement qu'il était un adversaire de la France en Afrique. Une fois encore, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, c'est pour parler en tant qu'historien du droit. Mais là aussi, je signale que l'Empire ottoman a occupé de larges territoires en Afrique, une bonne partie du Maghreb, l'Égypte, etc. Donc que la Turquie, la Tunisie et l'Algérie. Le Maghreb, voilà, sauf le Maroc. Erdogan tente, évidemment, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, une économie en difficulté, mais malgré tout, Erdogan, autant qu'il le peut, mène une politique impériale. D'aucuns diraient impérialiste, mais peu importe le terme utilisé. Il a pour but d'étendre l'influence
et la place de la Turquie partout où il le peut. Et donc forcément aussi en Afrique où effectivement sa politique depuis très 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 longtemps est très active. Je pense parmi tant d'autres à un pays comme la Somalie où la Turquie est très implantée, mais aussi des tas d'autres, que ce soit en Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest où évidemment c'est la zone d'influence traditionnelle de la France. Et là, évidemment, le choc a lieu, c'est tout à fait normal. Mais comme je le dis à chaque fois, je le cite à chaque fois, mais je suis désolé parce que cette phrase est un petit peu paradigmatique. Julien Freund dit « l'ennemi vous choisit ». À partir du moment où il a décidé qu'il est votre ennemi, c'est à vous de réagir. Il dit, vous pourrez lui faire toutes les protestations d'amitié que vous voudrez. S'il a décidé que vous êtes son ennemi, à la fin, il vous empêchera même de cultiver votre jardin, pour citer Freund. Ça veut dire tout simplement que la Turquie mène une politique expansionniste, agressive, qui peut se concevoir. Elle mène une politique de puissance. C'est à nous de réagir. Et ce n'est pas en invoquant les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, ou tout ce genre de grands discours souvent plus que vides, que la France pourra contrer la Turquie. Alors, je vais te poser une question directe. Est-ce que le président de la République française, Emmanuel Macron, se sent menacé par Erdogan? Alors, ma réponse est directe. Je ne le connais pas du tout, je n'en sais strictement rien, mais de ce que je vois, de la façon dont il a réagi, notamment, encore une fois, en 2020, après cet accrochage en mer Égée, et quelque temps après, à la suite des insultes directes qu'Erdogan a portées à son encontre en disant qu'il était sénile, deux hypothèses. Ou bien, il ne s'en rend pas compte, et c'est très inquiétant pour son État, ou bien, il fait mine de l'ignorer, mais en tout cas, la façon dont les choses se passent ne laisse pas entendre qu'il se sente en danger. Et c'est très grave. C'est très très grave parce qu'au-delà de sa personne, c'est notre pays qui est soumis à, comment dirais-je, encore une fois, une politique agressive, expansionniste et tout à fait offensive de la Turquie sur différents théâtres, de différentes manières. Je l'ai dit, démographiques, militaires, économiques, diplomatiques. Encore une fois, c'est à la France de réagir. Je le répète aussi très souvent, certes, la Turquie est une puissance aujourd'hui, au moins militairement, assez importante. On dit toujours qu'elle est la deuxième armée de l'OTAN. Je signale que la France reste une puissance nucléaire. Alors, je sais bien que ce président de la République, justement, éventuellement voudrait partager l'arme nucléaire avec d'autres, ce qui est une folie, une stupidité, les Allemands, ce qui est une folie furieuse et une trahison. Une trahison, l'arme nucléaire ne se partage pas. C'est une garantie absolue. L'arme nucléaire, c'est l'assurance tout risque. C'est peut-être aujourd'hui l'un des 2-3 plus grands, c'est le plus grand atout dont la France dispose à côté de tous les problèmes que nous subissons et le marasme dans lequel nous sommes. Cette arme nucléaire reste quelque chose de très important et la dimension militaire est fondamentale. Parce que nous avons affaire en face, que ce soit la Turquie ou d'autres, à des puissances qui, eux, justement, le terme n'est pas choisi par hasard, résonnent en termes de puissance, de rapport de force. Les relations internationales, comme je le dis souvent, sont un monde de carnivores féroces. Si vous êtes un herbivore inoffensif, vos jours sont comptés. Aram, tu parlais de l'OTAN, tu parlais de l'arme nucléaire détenue par la France, qui fait que la France pèse au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la France aussi fait partie de l'OTAN comme la Turquie. Et la Turquie et Erdogan sont toujours finalement relativement chouchoutés par les États-Unis. Est-ce que dans le raisonnement que tu viens de tenir, tu inclus cette réserve? Je souscris à 100% à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la Turquie est dans l'OTAN et elle est, comme tu dis, choyée par les États-Unis pour différentes raisons qui tiennent d'abord avant tout de la géostratégie. En réalité, c'est un problème très complexe, mais un de ces aspects, c'est que l'OTAN est, entre autres choses, une organisation qui est là pour contrer et pourquoi pas prendre l'offensive contre le monde dit de l'Est, jadis soviétique, aujourd'hui la Russie. L'OTAN n'est pas que, mais d'abord une organisation, une association destinée à contrer la puissance russe. Par rapport à ça, la Turquie, notamment avec Erdogan, là encore, joue un jeu d'orfèvre.
c'est-à-dire que elle est dans l'OTAN et en même temps, elle collabore, mène des politiques de collaboration et aussi en même temps des oppositions avec la Russie. C'est-à-dire que la Turquie joue sur les deux tableaux et gagne sur les deux tableaux la plupart du temps. Encore une fois, pour moi, la Turquie est une puissance ennemie, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une objectivité, de dire que la Turquie mène un jeu de maître dans ce domaine-là, en jouant sur les deux tableaux et en gagnant sur les deux tableaux, que ce soit par rapport à la Russie, que ce soit par rapport à l'OTAN. Pour ce qui est, et la Turquie garde malgré tout au moins une partie d'autonomie et d'indépendance, nonobstant son appartenance à l'OTAN, même si évidemment cela crée aussi des suggestions vis-à-vis des États-Unis. Mais pour nous, la France, l'OTAN, là, c'est beaucoup plus compliqué et de mon point de vue, c'est largement perdant. J'estime que, alors, je suis un tenant forcené de la souveraineté. Et la souveraineté, comme le disait Cardin-Lebray ou d'autres, ça ne se partage pas. La souveraineté n'est point plus divisible que le point en géométrie. La souveraineté, c'est tout ou rien. Or, clairement, de mon point de vue, l'OTAN, comme d'autres organisations supranationales telles que l'Union européenne, a priori le lien n'est pas évident entre les deux, ne sont que des moyens, ne sont que des corsets mis par les États-Unis et derrière, contre le peuple américain, l'État profond américain et les États-Unis de manière générale, pour vassaliser, je dirais presque à certains égards coloniser l'Europe occidentale et à commencer par nous. Donc c'est ça le vrai problème. Notre appartenance à l'OTAN fait que sur les points fondamentaux, sur les points secondaires, nous avons toujours une autonomie. Mais lorsque cela compte vraiment, la France ne peut plus mener une politique souveraine. Le cas de la guerre russo-ukrainienne est archétypique. Juste une petite question qui appelle une réponse assez courte. Pour autant, pouvons-nous quitter l'OTAN? Ce que ne voudraient pas la plupart des pays européens qui n'ont pas les moyens de leur défense, encore moins que nous. Nous avons l'arme nucléaire, que nous n'utiliserons certainement pas, mais il n'empêche que c'est quand même une cuirasse de protection. Que pouvons-nous faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a le président Trump. Et Trump veut nous faire payer un peu plus cher la protection qu'amène l'OTAN. Alors, Trump, il fait ce qu'il a à faire. Peut-être qu'il veut sincèrement défendre les intérêts des États-Unis. C'est possible. Je ne suis pas certain que le gouvernement, l'administration précédente de Biden faisait la même chose. C'est-à-dire qu'ils travaillaient peut-être eux-mêmes moins pour les intérêts profonds du peuple américain que justement pour cet État profond. Et derrière, cette fameuse oligarchie globalisante, mondialisante, qui, au moins pour ce qui est de l'Occident, tire les plus grosses ficelles de mon point de vue. Ensuite, rester dans l'OTAN, pour moi c'est simple. Je raisonne en tant que souverainiste au sens où moi ce qui m'intéresse ce sont les intérêts de la France. Le reste est secondaire. Coût, avantage. Avons-nous au total, en cumulant le tout, plus d'avantages à rester dedans ou en sortir? Moi, je suis loin d'être persuadé que rester dedans nous apporte plus que si nous en sortions, même si en sortir supposerait aussi d'autres inconvénients. Donc, à partir de là, de toutes les manières, en restant, évidemment, sortir du jour au lendemain est quelque chose de très compliqué parce que cette relation a tellement eu de conséquences que si nous voulions récupérer de jure et de facto et aussi très concrètement, y compris sur le plan militaire, une indépendance totale, cela prendrait probablement beaucoup de temps et cela serait éminemment complexe. Mais là encore, puisque nous avons les moyens, d'ailleurs. Les moyens, à un moment, ils se créent parce que quelle est l'autre alternative? Nous restons dedans, nous restons une puissance féodalisée, nous restons une puissance soumise, non indépendante, et à chaque fois que des intérêts profonds seront en jeu, les différents dirigeants français qui ne font qu'obéir à l'Union européenne et à travers elle aux États-Unis d'Amérique iront à l'encontre des intérêts de l'État et surtout de la nation française, parce que je ne confonds pas l'État et la nation. L'État, c'est fondamental, c'est la première des institutions, mais elle n'est là que comme un moyen. La fin des fins, c'est la nation et la civilisation française, et donc sa prospérité, sa sécurité et sa puissance, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et par rapport à cela, c'est sûr que sortir de toutes ces institutions, toutes ces instances serait compliqué à court terme, mais à moyen et long terme, peut-être que c'est soit cette politique, évidemment, périlleuse d'indépendance, mais l'autre alternative, c'est peut-être une mort lente, une disparition. On va aborder maintenant un sujet délicat et très sensible et qui te tient à cœur. Comment expliquer que l'Azerbaïdjan,
qui est l'un des adversaires féroces, soutenu par la Turquie, de l'Arménie, soit doté d'un tel armement, et d'où vient cet armement? L'Azerbaïdjan est un parvenu sur la scène internationale. Je le dis à chaque fois, c'est aussi, mais c'est important. Le territoire de l'actuelle République d'Azerbaïdjan porte ce nom que depuis 1918. C'est tout à fait récent. Ce qui historiquement est appelé Azerbaïdjan, l'antique Azerbadagan, c'est un territoire au nord de l'Iran actuel qui était peuplé d'Azéris, donc des Tatars. Les Azéris sont des Tatars. Ce sont des tribus turciques qui arrivaient à la fin du Moyen-Âge. Et donc l'Azerbaïdjan est intervenu. Elle a été très brièvement indépendante en 1918, puis a fait partie de l'URSS, comme l'Arménie, pendant près de 70 ans, environ 70 ans. Depuis qu'elle est indépendante, grâce à ses revenus en hydrocarbures, mais grâce aussi à une diplomatie de plus en plus diversifiée et ambitieuse, l'Azerbaïdjan, là aussi, a progressé à tout point de vue. Il n'en reste pas moins que c'est une des pires dictatures du monde, qui est dirigée par le clan des Aliyev, qui est un clan sanguinaire. Aliyev est un véritable boucher, il l'a prouvé en 2020 et depuis aussi en 2023. Et c'est un clan mafieux qui met sous coupe réglée le pays, qui massacre ses propres opposants et qui a érigé en doctrine d'État la haine anti-arménienne. Il faut lire les manuels d'école maternelle, primaire. On y apprend que les Arméniens sont des virus, des insectes, des parasites, des bêtes, même pas des animaux, ce sont des bêtes. Donc à partir de là, on le voit, une bonne partie de toute sa doctrine est fondée sur la haine de l'ennemi héréditaire arménien. Une fois qu'on sait cela, les Arméniens doivent, eux, prendre les conséquences nécessaires. Maintenant, s'agissant de ta question et de l'armement. L'armement de l'Azerbaïdjan a effectivement connu un basculement dès les années 2010-2011 et surtout à partir de 2015-2016. 2016 qui est l'année de la guerre des 4 jours, au tout début avril, à partir du 1er avril, qui a vu l'Azerbaïdjan pour la première fois utiliser son nouvel armement. Ce nouvel armement, contrairement à ce que l'on croit, ne vient pas majoritairement de la Turquie. La Turquie, évidemment, a notamment, lors de la dernière guerre en 2020, vendu et donné des drones Bayraktar. Mais 70% de l'armement de l'Azerbaïdjan depuis 2016 est vendu par Israël. C'est Israël le principal armateur de l'Azerbaïdjan, avec des armes de pointe de tout type, aussi du matériel de renseignement ultra pointu et sophistiqué, et c'est très largement grâce à ces armes que l'Azerbaïdjan a gagné la guerre de 2020. Mais comment tu l'expliques? C'est très simple. C'est un échange de bons procédés. Israël, qui se prétend une démocratie, moi je pense qu'Israël n'est pas une démocratie. Enfin, on peut évidemment comparer au Hamas, c'est sûr, mais comparer, ne serait-ce qu'à nous, Israël n'est pas une démocratie. D'abord, un mot là-dessus peut-être. Une démocratie, entre autres choses, suppose l'égalité des citoyens devant la loi, nonobstant différentes appartenances, notamment l'appartenance religieuse. En Israël, tous les citoyens israéliens ne sont pas égaux devant la loi en fonction de leur appartenance religieuse. De facto, dès 48, de jure depuis 2018, avec une décision de la Knesset en juillet 2018, oui, par la Knesset, Israël se définit comme l'État-nation de tous les Juifs du monde. Pourquoi pas? C'est tout à fait leur droit. Mais en Israël, selon que vous êtes juif ou non juif, vous n'avez pas les mêmes droits. Donc à partir de là, est-ce une démocratie? Je pose la question et moi j'ai ma réponse. Mais c'était pas ça le problème. Israël fait ce qu'il veut. Des États non démocratiques, c'est la majorité de ceux qui sont affiliés à l'ONU. Donc c'est un problème parmi d'autres. Et à mes yeux, c'est pas le problème principal. Loin de là, très loin de là. C'est juste que cette espèce de discours, comme on dit aujourd'hui, ce narratif vendu en Occident, il faudrait un petit peu le rectifier et regarder les choses plus objectivement. Mais c'était pas ça le problème. Israël, en réalité, vend des armes en masse à l'Azerbaïdjan contre deux choses. La première, peut-être la moins importante, c'est en échange d'hydrocarbures. Pareil, en gros, 70% des hydrocarbures qu'importe Israël viennent d'Azerbaïdjan. Mais ça, je pense que ce n'est que le deuxième point, parce qu'Israël pourrait éventuellement s'approvisionner ailleurs. C'est surtout que l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit à l'instant, est frontalier de l'Iran. Or, Israël a des bases. Israël utilise l'Azerbaïdjan comme un balcon contre son ennemi iranien, contre cette obsession iranienne. Mortel. C'est un ennemi mortel, mais c'est dans les deux sens. Là aussi, en Occident, on dit à juste titre, il suffit de voir ce que disait Ahmadinejad, l'Iran dit ouvertement sa volonté de détruire Israël, c'est vrai, depuis 79. Mais il n'empêche que Israël
ne donne pas, si j'ose dire, sa part au chien dans ce conflit. Et là encore, on peut le comprendre, c'est un conflit à mort. Un conflit qui d'ailleurs est assez problématique parce que je pense qu'à très long terme, l'Iran et Israël ne sont pas forcément des ennemis l'un pour l'autre, contrairement à ce qui pourrait être le cas avec d'autres pays de la région. Mais en tout cas, ce qui est certain, pour finir par rapport à l'Arménie, c'est qu'Israël utilise l'Azerbaïdjan comme une base. Et on sait aujourd'hui qu'il y a mieux ou pire de mon point de vue, depuis que l'Azerbaïdjan a reconquis l'Artsakh, plusieurs aéroports ont été construits à Artsakh, c'est la province. Le Haut-Karabakh, c'est la province qui était disputée. De l'Arménie. C'est cette terre arménienne que Staline avait attribuée en 1921 à la suite des Anglais. Il y a eu un massacre dernièrement, notamment exclusivement d'Arméniens. Oui, qui était peuplé que d'Arméniens et qui avait fait l'objet d'une épuration ethnique totale entre 2020 et 2023. Et pour terminer, donc, à Fizouli, l'une des villes d'Artsakh, il y a un aéroport qui a été construit par Aliyev et il est plus que probable que les Israéliens ont utilisé ce territoire d'Artsakh pour frapper l'Iran récemment. Donc on le voit, là, c'est un échange de bons procédés. Mais, alors, on dit c'est de la réelle politique. Je demande à voir, parce que ce que les gens appellent réelle politique, il faut voir si ça sert vraiment les intérêts profonds de l'État-nation en question, que ce soit celui d'État d'Israël ou d'autres. Je pense que cette alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan et derrière la Turquie, même si la Turquie là aussi fin de jouer un double jeu, est à moyen et long terme n'est pas forcément gagnant pour l'État d'Israël. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Arménie en a fait les frais, et je finirai en disant là aussi, mais je fais le faux naïf, Israël n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens. Pour un pays qui abrite, donc qui est l'État-nation des Juifs et qui eux-mêmes ont connu un génocide terrible au cours de la Seconde Guerre mondiale, bon, voilà, là aussi, si la décence, si la justice, si le droit, l'état de droit, la démocratie, les valeurs de tout ce qu'on veut avaient un gramme de sens et n'était pas une vaste hypocrisie, cela fait longtemps qu'Israël aurait reconnu le génocide des Arméniens. Mais seuls les naïfs s'en étonneront, ou les imbéciles peut-être. Est-ce que l'une des faiblesses de l'Arménie, ça n'est pas d'être chrétien par rapport à tous ces pays? Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. La faiblesse de l'Arménie, c'est d'avoir des dirigeants qui, depuis l'indépendance du pays en 1991, ont été incapables de préparer leur pays à l'inéluctable, c'est-à-dire cette guerre terrible qui a fini par éclater en 2020. L'Arménie était, et dans, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1000 ans, l'Arménie est dans un contexte entouré, pas que, mais largement de pays dangereux pour elle, et qui, pour au moins deux d'entre eux, la Turquie et l'Azerbaïdjan, veulent la rayer de la carte. Ils considèrent que la présence de ces chiens d'infidèles arméniens est une incongruité et qui n'a pas sa place. Ils empêchent au fond de faire le lien de ce monde turcique depuis les Balkans jusqu'à la Chine. C'est tout le problème de cette bande de terre du sionisme dont on dira peut-être un mot tout à l'heure. Et donc, à partir de là, c'était aux dirigeants arméniens de préparer leur pays, de s'armer, de nouer de la diplomatie. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait, ou rien, j'exagère, mais très peu. Disons-le tout net, et là aussi, il faut essayer de rester objectif. Les différents dirigeants arméniens qui se sont succédés à partir de 91 ont souvent fait preuve de corruption, n'ont pas cherché à vraiment préparer encore une fois, cette guerre qui allait tôt ou tard éclater. Les Azéris et Aliyev ne s'en cachaient même pas. Au plus tard, depuis 2010-2011, l'armement de l'Azerbaïdjan ne cessait de progresser de manière publique, rien n'était caché, et les Arméniens se sont, comme on dit couramment, reposés sur leur laurier, sur leur victoire de 1994, où ils avaient conquis l'Artsakh et une partie des territoires autour, et à partir de là, ne se sont pas préparés à l'inéluctable. Là-dessus est arrivé en 2018 Nicole Pachinian, avec cette fameuse révolution de velours, qui est, de mon point de vue, quelque chose dès la racine de particulièrement douteux. Et je pense, au défaut de ses prédécesseurs, il en a ajouté d'autres, et notamment celle, au mieux, de faire preuve d'une incompétence, mais abyssale, dès 2018 et encore plus pendant la guerre et à la suite de la guerre, et peut-être, d'aucuns le disent, et je pense qu'ils ont des éléments en faveur de ça, a fait preuve de trahison, tout simplement. Il a abandonné l'Artsakh. Il a abandonné l'Artsakh. Donc, à partir de là, on se rend compte que lorsque vos propres dirigeants mènent une politique qui est au mieux incompétente et au pire suicidaire, lorsque vos ennemis sont bien plus puissants que vous, la situation est éminemment compliquée. Il y a juste une question pour finir, Ara. Dans le contexte d'aujourd'hui de la guerre en Ukraine,
de la guerre au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas, mais qui s'est étendue finalement à d'autres puissances. Euh, que signifie l'élection de Donald Trump aux États-Unis? Là encore, c'est dossier par dossier, si j'ose dire. Tout dépend de quel point de vue on regarde, celui de la France, celui de l'Arménie, celui de la Turquie, celui de la Russie. Parlons du pays où nous vivons et dont nous portons la nationalité. Pour ce qui est donc de notre pays, je pense que Trump a une vision assez particulière de l'Europe et de la France encore plus peut-être, avec un regard à la fois peut-être d'une partie de dédain, de désintérêt, en même temps d'étonnement. Moi, je pense que Trump soit là ou pas aura des conséquences peut-être sur la guerre russo-ukrainienne. Beaucoup de spécialistes disent que par sa présence, cette guerre va progressivement décélérer et s'arrêter. Possible. Pour ce qui nous concerne, je vais vous dire ce que je pense, tout à fait personnel. Que ce soit Trump, Biden ou Tartampion, à mes yeux, cela reste quelque chose évidemment d'important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous faisons par rapport aux États-Unis. Bien sûr que nous avons des liens avec les États-Unis. Encore une fois, moi, à titre personnel, je pense qu'il y a largement une dimension de suggestion dans ces liens. Mais nous ne pouvons pas faire comme si les États-Unis n'existaient pas et n'étaient pas l'un de nos partenaires, moi je ne dis pas alliés, l'un de nos partenaires principaux. Vous savez, il y a cette phrase d'un président américain qui dit avoir les États-Unis pour ennemis est très dangereux, avoir les États-Unis pour ennemis peut être mortel. C'est peut-être une boutade, mais elle est intéressante. Ça vient d'eux. Donc moi, je pense, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que il est d'abord impératif de montrer aux États-Unis que, tout en collaborant ensemble, nous voulons enfin mener une vraie politique autonome, indépendante. Et je le redis, la situation, de mon point de vue, est très grave. Je vais faire une comparaison médicale. La France souffre d'un cancer généralisé et depuis des décennies, on cherche à la soigner de deux manières. Ou on lui donne du paracétamol, on lui donne de la morphine pour que la douleur se calme. Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne prend aucune mesure réellement importante pour changer la donne. La mesure importante serait de la chimiothérapie. Une chimiothérapie, on ne sait pas quelle peut en être l'issue. Le patient peut mourir de cela. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ne peut rien faire, c'est la fin de la fin. Que faire? Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut à tout prix sortir de l'Union européenne immédiatement, et pas sortir de l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne, pour retrouver une vraie politique d'indépendance. Bien sûr que cela risque d'avoir des conséquences terribles sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Mais encore une fois, que préférons-nous? Une mort lente et sûre ou une tentative, ne serait-ce que risquée, mais possible qu'à moyen et long terme, un renouveau se dessine. Moi, je ne vois que cette dialectique. Rester dans la situation actuelle, c'est la mort assurée. Oui, mais là, vous faites appel au mal du général de Gaulle. Alors, je vais vous dire autre chose de pire, mais c'est mon avis. Pour moi, la solution ne viendra pas par le politique, ne vient par la politique, par le politique, par le haut. Je pense qu'il n'y a rien à espérer de l'oligarchie qui nous malmène depuis des décennies. Il n'y a rien à espérer. Nous sommes dirigés par des pseudo-élites dont le but est de mettre la France à terre et d'en faire une espèce de, comment dirais-je, comme je le disais tout à l'heure, de vassal des États-Unis et en tout cas avec aucune possibilité de marge de manœuvre réelle. Donc, encore une fois, il faut, si on ne veut pas que la France, comme État indépendant, la France, dans sa dimension de continuité historique, ne disparaisse pas, il faut prendre ce risque. Et comme je le disais, je ne pense pas que ça puisse venir par le haut. Ça ne pourra venir qu'autrement. Comment? On ne sait jamais à l'avance. La seule chose que je peux vous dire, et là, c'est comparaison n'est pas raison, mais je pense que, ne serait-ce que fin 1788 ou début de 1789, personne en France, même les plus aventureux, n'aurait une seule seconde imaginé ce qui allait se passer en mai, juin, juillet, août, septembre 89 et tout ce qui allait venir derrière. Je ne dis pas que ça se passera de la même manière, probablement pas. En tout cas, il y a ici un combat vital qui est engagé et le pire, avant même de songer aux solutions, ce serait de fermer les yeux dessus et de ne pas voir qu'il y a ici un combat à mort pour que la France ne disparaisse pas qui est engagé.